Rester ou rentrer? C'est la grande question, un vrai casse-tête pour énormément d'immigrants francophones au Québec. On quitte tout pour le fameux rêve canadien, mais une fois sur place, ce dilemme finit souvent par s'imposer. C'est une décision vraiment complexe, pleine d'émotions et de réalités bien concrètes. Alors aujourd'hui, on plonge au cœur de ce sujet. Cette phrase, elle vient du cœur, hein. Elle résume parfaitement le décalage que beaucoup ressentent. D'un côté, il y a l'image qu'on a tous en tête, celle des grandes opportunités, et de l'autre, il y a la vraie vie, le quotidien, qui peut être pas mal plus compliqué. C'est ce fossé entre le rêve et la réalité qui est au centre de tout. Et ce chiffre, il est percutant. 35%. Ça veut dire qu'un migrant francophone sur trois quitte le Canada dans les 5 ans qui suivent son arrivée. Un sur trois. Ce n'est donc pas juste une poignée de cas isolés, non. C'est une vraie tendance de fond. Et ça pose forcément des questions sur la capacité du Québec à retenir ces nouveaux arrivants. Mais alors revenons au début. Pourquoi le Québec attire autant de monde? Qu'est-ce qui fait rêver au départ? C'est cette promesse qui est assez unique au monde, la possibilité de vivre, de travailler, de construire sa vie en français, mais en plein cœur de l'Amérique du Nord. C'est un aimant super puissant. C'est la recherche de ce cocktail parfait. Un dynamisme économique, une culture riche, et surtout un endroit où le français est la norme au quotidien. C'est cette image-là que des milliers de personnes ont en tête quand elles bouclent leurs valises et traversent l'Atlantique. Sauf qu'une fois l'excitation des premiers temps qui retombe, la réalité du terrain peut frapper assez fort. Et c'est là que le fameux blues de l'expat peut s'installer. Ce sentiment de doute, d'incertitude face aux obstacles qui se dressent. Et ce blues, parfois, il mène à un phénomène qu'on appelle la migration inverse. Attention, il faut bien comprendre que ce n'est pas un échec, loin de là. C'est une décision, un choix, qui est souvent le résultat d'un paquet de facteurs qui rendent le projet d'installation plus difficile que ce qu'on avait imaginé. Et les voilà ces fameux facteurs. C'est du concret, du quotidien. Il y a l'instabilité au travail, avec le contrat temporaire qui, du jour au lendemain, n'est pas renouvelé, le coup de stress. Ajoutez à ça le coût de la vie qui a explosé et qui vient manger le budget, sans parler de la crise du logement à Montréal. Tout ça, ça crée un climat d'incertitude qui est vraiment pesant. Parce qu'en plus des défis personnels, il faut aussi composer avec des décisions politiques et un contexte économique qui viennent compliquer les choses. Le chemin pour s'installer durablement est de plus en plus parsemé d'embûches administratives. Et quand on regarde la chronologie des décisions récentes, on comprend mieux la situation. D'abord, à l'été 2024, on gèle certains permis de travail. Puis, un an plus tard, on annonce la fin du PEQ, qui était pourtant une voie d'accès super populaire à la résidence permanente. Ensuite, on ajoute des exigences de français. Bref, chaque nouvelle règle ajoute une étape, une difficulté de plus au parcours. Alors, ce fameux gel des permis, de quoi on parle exactement? En gros, ça suspend les demandes pour les postes considérés à bas salaire et ça ne touche que Montréal et Laval. L'objectif avoué du gouvernement, c'est de réduire la pression sur les services publics et de pousser les employeurs à recruter localement. L'autre coup dur, pour beaucoup, c'est la fin du programme de l'expérience québécoise, le PIQ. Pour des milliers de travailleurs qualifiés, c'était la voie la plus directe, la plus claire vers la résidence permanente. Maintenant, il leur reste surtout le programme de sélection des travailleurs qualifiés, le PSTQ, un chemin qui est perçu comme beaucoup plus long et surtout beaucoup plus incertain. Ok, on a parlé des aspects pratiques, administratifs, mais il y a une autre dimension beaucoup plus intime et tout aussi importante. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Vivre des années à l'étranger, ça nous transforme au point de bousculer notre propre identité. On parle tout le temps du choc culturel quand on arrive dans un nouveau pays, mais on parle moins du choc culturel inversé qui est pourtant tout aussi violent, voire plus. C'est ce sentiment bizarre de ne plus vraiment être à sa place quand on retourne à la maison, parce que le pays a changé bien sûr, mais surtout parce que c'est nous qui avons changé. Cette phrase, elle dit tout, non? Je suis devenue cette hybride, c'est exactement ça. On se retrouve entre deux chaises. On n'est plus totalement de notre pays d'origine, mais on n'est pas encore complètement d'ici non plus. On est un peu un étranger partout. C'est un vrai déchirement. Et par-dessus tout ça, il y a la pression sociale. La peur du regard des autres, de la famille, des amis, qui sont restés et qui ne comprennent pas forcément pourquoi on voudrait rentrer. Pour eux, le Canada reste une terre promise. Et un retour, ça peut être interprété, à tort bien sûr, comme un échec. Bon, le portrait peut sembler un peu décourageant, c'est vrai, mais le but, ce n'est pas de baisser les bras. La clé face à tout ça, c'est la résilience. Il y a des moyens de reprendre les choses en main, d'arrêter de subir la situation et de redevenir acteur de son projet. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Voici 3 pistes d'action. Premièrement, au travail, on se donne à fond. On essaie de devenir indispensable. Deuxièmement, on explore toutes les options possibles pour la résidence permanente.
On devient un expert de son propre dossier. Et troisièmement, le plus important, on adopte une attitude proactive. On agit. On le voit bien, le travail, c'est vraiment le nerf de la guerre. Comprendre et maîtriser les codes du monde professionnel québécois, ce n'est pas juste une question de performance, c'est aussi un moteur incroyablement puissant pour l'intégration sociale et culturelle. Et il ne faut jamais, jamais sous-estimer la force du collectif. Dans les moments où ça va moins bien, où le doute s'installe, pouvoir compter sur des amis, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, ça change tout. Avoir un réseau de soutien, c'est fondamental pour traverser les tempêtes. Pour conclure, je vous propose de retourner complètement la question. Et si on arrêtait de voir le retour comme un échec? Et si c'était en fait une autre forme de succès? Le succès d'avoir vécu une expérience incroyable, d'avoir appris, d'avoir grandi. Au final, la seule définition de la réussite qui compte vraiment, c'est la sienne.